Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous. À 5 mois du scrutin d'octobre prochain, Cyril Sambaka de l'AFP et Anissé Kané du Malidem, dans une déclaration, appellent 5 candidats déclarés à fédérer leurs forces pour une candidature unique face aux candidats du pouvoir. Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Joshua Ossi du SDF, Tomaino Ndamjoya de l'UDC, Akeremuna d'Univers ont salué l'initiative en vue d'une alternance marquant une rupture de 43 ans de règne de Paul Biya. L'appel du groupe de Douala peut-il prospérer en 2025 là où des tentatives de coalition pour une candidature unique de l'opposition ont échoué en 1992, 97, 2004, 2011 et 2018. Cette initiative peut-elle susciter un sursaut patriotique des leaders et porter des fruits à 5 mois de cette échéance capitale? La coalition est-elle l'unique solution à une alternance dès octobre prochain? Les avis et positions de nos invités à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. Et en ouvrant politique, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra sous le regard avisé des VAR, les vérificateurs actifs des résultats, une initiative appelant les citoyens volontaires à s'inscrire sur une plateforme numérique. Le projet, porté par l'homme politique et acteur du football Abdourahmane Amadou Baba, vise à mobiliser des observateurs pour assurer une élection libre, juste et transparente en octobre prochain. Fandré Marquez revient sur les contours de cette plateforme. Prior to the 2025 presidential election, multiple mobilizations are underway on the political chessboard initiated by political actors to ensure a free, fair and transparent poll. Recently, political activist Abdourahmane Amadou Baba launched a platform called Active Result Verifiers, abbreviated as VAR in French. Alors, je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre le cercle des hommes et des femmes d'honneur du Cameroun pour être les VAR lors de la prochaine élection présidentielle. According to the initiator, the platform is an initiative of the Circle of Men and Women of Honor of Cameroon, aiming to ensure transparency in the upcoming election at all voting centers, both within and outside the country. Les VAR, vérificateurs actifs des résultats et vérificatrices actives des résultats des élections de l'élection présidentielle, seront chargés de manière tout à fait bénévole de représenter le peuple du changement au sein de l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire national, mais également à l'étranger. The online registration process, currently ongoing, has enrolled nearly 2,000 volunteer citizens. Presidential Minute. Suffit-il de déclarer sa candidature dans un média ou sur les réseaux sociaux pour être candidat à une élection présidentielle? Que non, malgré les multiples informations circulant faisant état de nombreuses candidatures, la loi régissant les élections a prévu des dispositions qui, à bien y regarder, permettent de faire une différence entre l'intention d'être candidat et l'être effectivement. Roland Tapi l'a lu pour nous. Avant de voir les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il importe d'évacuer d'abord une confusion qui règne dans l'opinion sur la notion de déclaration de candidature. En fait, il ne faut pas confondre l'annonce de la candidature, ce qui est fait régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux, et la déclaration de candidature telle que spécifiée dans le code électoral. À ce jour, par exemple, il y a plusieurs candidatures annoncées venant de plusieurs partis politiques, le RDPC, le MRC-FCC, le PCRN, l'UPC ou plus exactement les UPC, le PURS, l'Univers, et on oublie beaucoup de partis de la dernière heure. De l'intérieur du pays comme de l'extérieur, on en entend qui disent qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle de 2025 et qu'ils sont les messies par lesquels le changement viendra. Il y a même des candidatures indépendantes. Mais on reste là dans des effets d'annonce, un jeu dans lequel tout le monde peut s'hasarder. Parfois pour semer la confusion, brouiller les pistes ou détourner l'attention, tenter de disloquer les voix. Bref, on est en politique où tous les coups sont permis, même les coups en deçà de la ceinture.
Mais le code électoral parle de déclaration de candidature. Article 120. Les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 123.1. Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. 2. Les déclarations de candidature sont faites auprès de la Direction générale des élections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroun qui les transmettent dans un délai de 24 heures à la Direction générale des élections. 3. Copie en est immédiatement tenue au Conseil constitutionnel par le candidat ou son mandataire contre accusé de réception. 4. Les déclarations de candidature peuvent être également faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction générale des élections avec copie au Conseil constitutionnel à condition qu'elle y parvienne dans les délais prévus à l'alinéa 1 ci-dessus. 5. Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l'accusé de réception en tient lieu. Article 124. Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA. Et une précision importante à la fin, article 125.1. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. C'est donc clair. Les déclarations de candidature se font auprès de Elections Cameroun et non pas dans les médias, ni sur Facebook, ni dans les meetings, ni dans les appels à candidature et motions de soutien. Sur cette base, on peut dire qu'avant la convocation du corps électoral, on n'a encore que des annonces de candidature, mais pas encore de déclarations de candidature. Presidential Minute. Transformer des montagnes de déchets qui étouffent les villes camerounaises en opportunités économiques et écologiques. La question se pose. L'économie verte, avec ses métiers du recyclage, de la valorisation et de la transformation des déchets, semble offrir une réponse durable. Mais les jeunes, pourtant au cœur de cette transition, peinent à s'y insérer. Manque de formation, manque de financement, d'accompagnement. Les freins sont nombreux. La 4e édition du Salon national de l'emploi et de l'économie verte en cours à Yaoundé jusqu'au 9 mai prochain tente d'ouvrir des voies. Sébastien Oyébi. Alors que les villes camerounaises étouffent sous le poids des ordures ménagères, une solution durable émerge peu à peu, l'économie verte. Création d'emplois, protection de l'environnement, innovation sociale. Ce secteur en pleine croissance suscite l'intérêt. Nous avons avec l'économie verte de nombreux emplois qui sont à fournir. Contrastement, nous avons des jeunes qui sont au chômage. Il est question de concilier ces défis et ces challenges. On peut également citer le problème environnemental qui, avec l'économie verte, trouve solution tout en créant de la richesse. Et c'est pour inverser la tendance que se tient actuellement à Yaoundé la 4e édition du Salon national de l'emploi et de l'économie verte pour offrir des perspectives nouvelles. Il n'y a pas suffisamment d'informations autour et c'est pour ça qu'on a un événement comme celui-là pour pouvoir révéler au public qu'il y a des filières vertes qui existent. Vous pouvez vous faire former dans ces filières-là à l'IRIC, à Polytechnique, et il y a d'autres écoles qui ont des filières vertes relativement à l'environnement. Il faut savoir que dans l'économie verte, on a deux types de métiers. Les métiers verts qui ont pour finalité de protéger l'environnement et les métiers verdissants qui intègrent de nouvelles bouts de compétences. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, des technologies, de l'information, de la communication, services de développement durable, qui sont des métiers que nous apprenons dans nos écoles, mais pour lesquels on n'a pas suffisamment d'informations. Et donc, quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas saisir complètement l'opportunité. Chaque jour, des milliers de tonnes d'ordures sont produites dans les grandes villes du pays. Très peu sont recyclés ou valorisés. Pourtant, ces déchets peuvent devenir des ressources économiques. C'est une niche d'opportunité. Il faut pouvoir y aller parce que par ailleurs, ça semble déjà un peu plein. Il faut pouvoir ouvrir des axes nouveaux pour trouver des opportunités d'emploi, pour les développer et pour surtout aider à la transformation. L'économie verte n'est plus un concept abstrait. Au Cameroun, elle prend forme entre les mains de ceux qui croient qu'on peut bâtir un avenir plus propre et plus juste. Et entre nature et écologie, l'opération Réombrage des villes a été lancée ce début du mois de mai par l'Ordre national des architectes du Cameroun, l'ONAC, qui veut redonner aux villes camerounaises leur verdure d'antan pour
un mieux-être des populations. À cet effet, les arbres ont été plantés et un appel lancé au reboisement. Les détails avec Charles Douglas Demba et Loïc Tegia. On a une très grande forêt, mais ce que nous pouvons constater, nous les architectes, c'est que les villes perdent de plus en plus de verdure. Caroline Barla, vice-présidente de l'Ordre national des architectes du Cameroun, a fait ce constat. Les villes camerounaises manquent de verdure. Elle est restée nostalgique de ces modèles de villes qui ont disparu au fil du temps. Et quand j'étais petite à Yaoundé, j'allais à l'école à pied et jusqu'à l'école, je n'ai jamais eu chaud. Je marchais à l'ombre des arbres. Aujourd'hui, quand on voit nos enfants marcher pour aller à l'école, c'est pénible de voir ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup de poussière. La raison est connue. C'est parce que nous avons bétonné énormément et je pense que maintenant, il faut revenir vers nos racines, et c'est le cas de le dire, revenir vers le vert, réintroduire ce que nous avons su respecter en Afrique, la nature, l'environnement, parce qu'on sait que c'est un régulateur de vie. La campagne nationale de réombrage des villes est désormais lancée et l'Ordre des architectes du Cameroun en a fait son cheval de bataille aux côtés de la communauté urbaine de Douala. En santé, le traitement de l'asthme coûte entre 10 et 15 000 francs CFA par séance. En marge de la célébration de la journée mondiale de l'asthme, les médecins sensibilisent sur cette maladie chronique qui nécessite une attention particulière. Selon le docteur Mbachou Ngahan, pneumologue en service à l'hôpital général de Douala, l'asthme peut être soit héréditaire, soit dû à la pollution de l'air provoquée par la cigarette, la poussière et d'autres facteurs. Olivier Fotso et Fondre des Marquez l'ont rencontré pour plus d'explications. On l'écoute dans cet élément. According to Dr. Mbachou Ngahan, a pneumologist at the Douala General Hospital, most asthma cases are hereditary. Asthma is principally like a genetic disease, so it has some hereditary factors. What does that mean? It means that if your mother, your father, or your grandparents were asthmatic, you have a higher chance or risk to suffer of asthma. Speaking on the occasion of this year's asthma celebration under the theme, Make Inhaled Treatments Accessible for All, Dr. Mbachou explained that asthma can be triggered by cigarettes, dust, general air pollution and other factors. This asthma crisis can be triggered by some factors like smoke from cigarettes, smoke from vehicles, from any other source, from kitchen, wood or charcoal burning. So you have smoke, you have dust in home, on dust in the street generally, and air pollution in general. Asthma, a chronic disease that affects breathing. Dr. Mbachou explained the symptoms. Practically, asthma is that chronic disease which presents with difficulty in breathing. You will have a patient breathing with difficulty, and then feel chest tightness. The patient could be coughing and having a noisy breathing. This is a patient breathing and hearing a noise in the chest, or the noise can be felt by himself or by someone facing the patient. The medical expert says asthma is treatable with deep treatment costing at least 15,000 CFA francs monthly, while simple treatment costs 10,000 CFA francs. Et d'après des données de l'Association des pneumologues, au moins 5% des adultes au Cameroun souffrent d'asthme. À l'issue d'une enquête menée dans les régions du littoral, du sud-ouest et du centre, une forte prévalence de l'asthme a été enregistrée à Yaoundé et Douala en raison de la pollution constante de l'air. Le docteur Mbachou Ngahan de l'hôpital général de Douala explique que la prévalence de l'asthme varie entre les zones urbaines et rurales. Seulement, le pneumologue indique que la maladie est bien plus fréquente chez les enfants. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Olivier Fotso. Oui, la prévalence de l'asthme au Cameroun varie selon les régions. Et dans les régions rurales,
on aura moins d'asthme par rapport aux régions urbaines qui ont un niveau de pollution un peu plus élevé. Mais la prévalence chez les adolescents est de l'ordre de 8 à 10% donc, de la population d'enfants et d'adolescents. Donc vous voyez que l'asthme est un peu plus fréquent chez les enfants. Chez les adultes, on aura moins de symptômes d'asthme et à peu près 3 à 5% des adultes vont souffrir d'asthme dans notre pays. Nos travaux qui ont été réalisés donc, dans le centre, dans la région du littoral et dans la région du sud-ouest ont montré une prévalence plus importante donc à Douala et à Yaoundé. Peut-être un rapport avec l'urbanisation et peut-être mieux le niveau de pollution qui est souvent plus élevé donc dans les grandes villes. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Une coalition sérieuse et sincère des leaders des partis politiques en lice à la présidentielle de 2025 est-elle envisageable à 5 mois de cette échéance cruciale? Les Camerounais n'ont cessé de s'interroger sur la capacité des candidats déclarés à aller challenger en solitaire le président sortant Paul Biya du RDPC. Habitué à marcher en rang dispersé au fil des élections majeures depuis 1992, 2 acteurs politiques non partants au scrutin à venir, Cyril Sambaka de l'AFP et Anissé Ekane du Malidem, tentent de fédérer 5 prétendants de leur en vue d'une candidature unique face au président sortant. Baptisé Groupe de Douala, cette initiative peut-elle faire taire les ambitions personnelles dans la quête d'un changement attendu de tous? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Des expériences électorales antérieures enseignent que toutes les tentatives de coalition des partis politiques de l'opposition pour une candidature unique ont toujours échoué avec fracas à l'approche des scrutins présidentiels au Cameroun. Qu'au lendemain des années de braise, les Camerounais en cette décennie 90 n'avaient pu étancher leur soif de changement à la première élection présidentielle pluraliste de 1992. Paul Biya, le candidat du RDPC dans un coude à coude, remporte le scrutin d'octobre 92 devant Nidjon Frundi du Social Democratic Front en dépit des fraudes massives et trafic de suffrages exprimés dénoncés à la proclamation du résultat définitif. Parti le plus populaire de toute la décennie 90 et première force de l'opposition au Parlement avec 48 députés et plusieurs municipalités à travers le pays, le candidat naturel de cette formation politique, le très charismatique chairman du SDF, boycotte la présidentielle de 1997. Laissant Paul Biya du RDPC rempiler sans obstacle un mandat de 7 ans à la magistrature suprême devant des faire-valoir Henri Orbelen de l'UPC et Samuel Ebois sous la bannière du MDR. Et à la veille de la présidentielle de 2004, des têtes fortes de l'opposition dans une dynamique de l'Union pour le changement décident de mettre en commun leurs forces pour battre le président sortant Paul Biya. Les critères de choix du porte-étendard de l'opposition éliminent Nidjon Frundi de la course. Le père de Pawatou de People quitte le navire. Résultat des courses, victoire de Paul Biya à 71% et nouvel échec pour l'opposition. En 2011 comme en 2018, des tentatives de pourparlers sont morts dans l'œuf. Chacun des candidats préférant une fois encore aller en chevalier solitaire. Une fois encore, victoire de Paul Biya en dépit des mêmes dénonciations de fraude massive et de hold-up électoral. Et 7 ans après, contrairement aux élections précédentes où des leaders de l'opposition prétendant au fauteuil présidentiel se concertaient avant de faire capoter l'initiative à la fin, c'est désormais des acteurs politiques non partants, Cyril Sambaka de l'AFP et Anissé Ekane du Malidem, qui tentent de vouloir mettre ensemble autour d'une cause commune des candidats déclarés à la présidentielle d'octobre prochain. Quelles sont les probabilités de réussite de l'initiative du groupe de Douala à fédérer des leaders politiques, opposition semblable à l'incompatibilité d'humeur des phases du courant électrique? Quel espoir et attente de coalition sincère de Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Joshua Ossi du SDF, Tomaino Ndamjoya de l'UDC, Akere Mouna de Univers, à 5 mois d'une élection présidentielle cruciale. Et on en parle justement avec nos invités, des représentants de partis politiques. Guy Laurent Kwame est le responsable régional de la communication pour le MRC. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les autres companélistes avec lesquels nous allons échanger ce soir. C'est la première fois sur votre plateau, c'est un plateau charmant, c'est un plaisir d'être là.
Merci. Paul Ayoum est le porte-parole du groupe de Douala, précisément secrétaire national en charge du suivi, du contrôle et de l'évaluation à l'AFP, Alliance des forces progressistes de Cyril Sambaka. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Claude Maillot, c'est un honneur d'avoir été invité sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Balafon TV. Bonsoir Roland Tapi. Bonsoir Claude. Éditorialiste à Balafon Média. Alors, le groupe de Douala a décidé de fédérer les leaders de certains partis politiques de l'opposition pour une candidature unique en vue du scrutin d'octobre prochain. À l'issue de 3 mois de consultation, Paul Ayoum, on a ce communiqué du groupe de Douala qui fait un peu le point de la situation. À l'issue des rencontres avec les représentants du MRC, du PCRN, ainsi de suite, entre autres candidats. Globalement, on retient que 5 leaders ont été approchés, 5 ont salué l'initiative. Mais à date, qui est partant, qui ne l'est pas? Bon, déjà, il faudrait que j'indique ici, sur ce plateau, les motivations pour lesquelles le groupe de Douala, ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Douala, a été créé. Vous savez, en 90, il y a eu une énorme dynamique qu'on a appelée l'Union pour le changement. Cette Union pour le changement était un ensemble de partis politiques et d'organisations de la société civile qui avaient travaillé pour essayer d'avoir un candidat commun qu'ils allaient porter contre le candidat du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, à un tournant historique du Cameroun, où le peuple camerounais demande à créer un changement, en ce moment où tout le monde pense, et nous le croyons fortement, que nous sommes en fin de règne du régime du renouveau, les Camerounais ont soif d'un changement. Le groupe de Douala n'est pas une plateforme, parce que certains font une confusion, ce n'est pas une plateforme, c'est plutôt un groupe qui s'est mis en place pour créer une dynamique dans laquelle nous allons réunir l'ensemble des partis politiques et nous avons commencé par les leaders de l'opposition pour arriver maintenant à votre question, c'est-à-dire les partis qui ont un certain nombre de poids selon les résultats de la dernière élection présidentielle et selon la représentativité dans les organismes, dans les organes nationaux, c'est-à-dire les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et les mairies. Et à ce niveau, nous avons consulté, vous l'avez dit, il y a par exemple le candidat Cabral Libi qui a dit il est ouvert. Vous avez, bon, je précise une chose, ce sont des candidats annoncés. Parce que pour déclaré. Non, annoncé même, parce que même la déclaration, il faudrait qu'on convoque déjà le corps électoral, que vous allez le déclarer à l'ECAM. C'est quand vous partez l'ECAM que vous êtes un candidat déclaré. Donc pour l'instant, c'est les candidats annoncés. Okay. Donc les candidats annoncés, nous avons consulté Cabral Libi, président du PCN. Nous avons consulté Maurice Kamto, président du MRC. Nous avons consulté Joshua aussi, président du SDF. Nous avons consulté Madame Damjea, présidente de l'UDC, etc. et bien d'autres. Et au cours de cette démarche, il faut reconnaître qu'il y a un fort engouement. C'est-à-dire, au-delà de ces leaders, il y a beaucoup d'autres personnes, y compris des militants du parti au pouvoir, qui pensent aussi qu'il faudrait changer le paradigme. Et dans ces consultations aujourd'hui, il y a une personne parmi ces leaders, c'est le candidat du SDF Joshua aussi, qui a donné une réponse claire et dont nous avons juste pris acte. Il a dit que ces équipes sont déjà sur le terrain, elles sont déjà en train de travailler. Si peut-être plus tard nous voulons les rejoindre, il n'y a pas de problème. Je crois que ce type de réponse, les Camerounais doivent prendre acte, comme nous avons pris au niveau du groupe de Douala, nous avons pris acte, parce que nous ne sommes plus à un niveau, nous estimons que nous ne sommes plus à un niveau où nous devons aller de manière singulière à cette élection. On ne demande pas aux gens forcément de choisir un candidat unique. Nous ne sommes pas là pour choisir un candidat, mais nous sommes là pour créer une dynamique de coopération. Ça peut être une coopération au niveau de la sécurisation des votes, ça peut être une coopération au niveau du partage d'informations, ça peut être, mais pourvu qu'il y ait cette dynamique-là qui porte les forces du changement pour que le peuple du changement se reconnaisse dans cette dynamique. Donc, ceux qui sont ouverts, le président du MRC par exemple, il a dit qu'il est ouvert, bien qu'il ait ajouté que maintenant il a une plateforme, la Guilloran, comme j'ai oublié le nom de la plateforme, APC, APC si je ne me trompe pas, qui le porte. Donc, il dit que ça ne dépend plus de lui. Vous avez le Cabral Libi qui s'est montré très très ouvert, ainsi que Madame Damjea.
Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre l'ensemble de ces leaders, ainsi que tous les autres leaders qui sont dans le sens de cette dynamique. Vous avez le cas, par exemple, le président NAPA, Célestin Djamène, qui a dit qu'il n'a pas été consulté. C'est un groupe qui n'a pas eu à avoir... on n'a pas organisé une élection pour créer ce groupe. Ça a été une cooptation, c'est vrai, mais une cooptation qui travaille avec tout le monde, tous ceux qui sont ouverts. Donc, Célestin Djamène, par exemple, il a, je crois, il y a quelques jours, il a dit que bon, lui n'a pas été consulté, mais il pourrait bien appartenir à ce groupe. Nous sommes ouverts à toutes les forces du changement. Donc les consultations vont se poursuivre et vont aller au-delà des 5 candidats cités. Tout à fait. Rappelons que c'est une initiative mise en place par 2 figures importantes de l'opposition camerounaise qui n'ont pas annoncé leur candidature pour l'élection à venir. Voilà, c'est un point extrêmement important. Au départ, 3 figures, parce que vous savez, il y a le président du Malidem, le président S.C. Kané, vous avez le président de mon parti, M. Cyril Sambaka, président de l'AFP, et vous avez aussi Elim Bilobe, qui était de la plateforme Kautal. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a une personne qui, bon, on ne l'a pas vu ces derniers temps, on ne peut donc pas, mais nous ne pouvons pas dire que c'est juste 2, parce que dire que c'est 2, ça donne l'impression qu'on l'exclut. Mais c'est 3 personnes qui sont à l'initiative, mais il y a 2 qui continuent le travail et peut-être la 3e personne, peut-être elle pourra revenir. On ne ferme la porte à personne, nous sommes ouverts à tout le monde. Donc ce groupe de personnes est en train de travailler et nous allons continuer les consultations. Pour le moment, on a vu 2 signatures. Sur le dernier communiqué. Sur le dernier communiqué, Merci. en tout cas. Alors, le PCRN a été consulté, notamment Cabral Libby, et on a justement un représentant, le porte-parole de l'honorable Cabral Libby sur le plateau. Bonsoir, Christian Diop. Bonsoir, Dame Gamayo. Bonsoir, mes co-discutants. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Alors, le volet consacré au PCRN est d'ailleurs le plus court de la déclaration. La déclaration dit que Cabral Libby, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à la logique de la plateforme, ouvert simplement. Mais au sein du parti, comment on conçoit l'idée d'une probable coalition avec l'opposition? Je voudrais déjà faire un rectificatif. Je ne suis pas le porte-parole de l'honorable Libby Cabral. Je suis le porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. D'accord. Et ce soir, j'agis ici ex-qualité comme secrétaire national aux affaires politiques et donc qui a participé ou qui généralement dans les différentes plateformes, si je suis celui qui parle au nom du parti. Parce que cela relève de ma compétence globalement. Je dois dire, ce n'est pas nouveau globalement. Les dynamiques coalitives, ou du moins notre intention à mutualiser avec les autres forces politiques. Cela date depuis 2018. Vous avez vu, nous avons ouvert, nous avons été d'ailleurs le premier parti à adresser des invitations à tous les autres potentiels candidats à l'élection 2018 pour vous dire que cela est ancien. Et donc nous saluons toutes les éléments, toutes les structures qui contribueraient à pouvoir rassembler, à pouvoir fédérer. Vous savez bel et bien que nous sommes pour la fédération des énergies, parce que c'est l'un de nos credos. Et donc, si vous voulez qu'on revienne sur le commentaire, de la minceur du commentaire qui nous est alloué sur cette page, c'est vrai que j'ai vu beaucoup, ça parle, serait-ce un mépris du fait, n'est-ce pas, de la juvénisation qui est celle qui incarne l'honorable président Cabral, comparativement aux... Moi, je les appellerai pas comme ça. J'ai vu les commentaires, là, les has-been, ainsi de suite. Moi, j'ai du respect, n'est-ce pas, pour ces aînés sociaux. Vous savez, pour nous autres qui avons fait sciences politiques à l'école, par exemple, quand on nous parlait des leaders charismatiques d'engagement politique, dans les années 1990, alors que vous et moi, nous naissions, on nous a parlé d'Anissé Kané. Donc, pour moi, c'est des gens à qui nous devons un respect éternel pour le combat, parce que ce sont nos dévanciers dans le combat camerounais. Et donc, cela dit, ils étaient à peine dans la trentaine. Aussi, je crois que la même considération qu'on leur a attribuée ou que nous leur avons doit être également, cela parle du parallélisme, forme dans la considération. Je suis d'ailleurs, au moins à partir d'aujourd'hui, je comprends les qui incarnent cette organisation, à partir de Paul Léum. Et maintenant, pour revenir à on dit, nous, on est ouvert à toutes, n'est-ce pas, les discussions qui contribueraient à fédérer autour d'une idée, autour d'un programme et non un agencement d'individus. Ou alors on vous dirait, vous êtes jeune comme on a vu ailleurs, parce que Libye aurait 38 ou 45 ans. Il doit s'aligner devant des retraités qui ont soit 12 ans, soit 11 ans les uns les autres. Non. Mais si on y va dans les plateformes où on va s'entendre, c'est-à-dire qu'il y aurait un minimum d'éléments
à partir desquels on va se rassurer, notamment la dimension programmatique, la vision, les enjeux, la logique futuriste, c'est la partie de laquelle on pourra, n'est-ce pas, s'entendre sur autant ces éléments. Nous permettront évidemment de nous allier. Et l'honorable président Cabral n'a cessé de le dire, il est prêt à céder sa place à quelqu'un d'autre. C'est la position que nous avons au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale. Nous l'avons d'ailleurs adoptée au niveau du bureau politique de février que nous avons commenté ici. Ça peut fatiguer les gens. On a donné mandat au président Cabral, et je le dis ici, pendant ex-qualité, que toutes les fois qu'il y aura quelque chose qui contribuera dans l'optique de ménager le peuple qui souffre, n'est-ce pas, du fait de ces régimes sanguinaires et quarantenaires, à pouvoir, n'est-ce pas, retrouver sa félicité, nous serons là à pouvoir, n'est-ce pas, accompagner cette dynamique. Donc le PCRN est ouvert, mais qui dit ouvert ne dit pas forcément être prêt à suivre la voie tracée par les autres. Quelle est la position du... Je le redis d'ailleurs. Ne dit pas forcément. Hein. Oui, nous sommes ouverts à toute discussion. Voilà, nous sommes encore sur les discussions. Toutes les discussions, nous sommes ouverts. D'ailleurs, le 10, avec le chef Sawa Duvori, il y a une autre plateforme qui est ouverte. J'y serai, accompagné de Maître Bébé, nous allons représenter à Bonabéry, à Sodiko. On va les discuter. Donc, tous les éléments qui contribuent à pouvoir agréger les différentes forces pour, n'est-ce pas, renverser l'ordre établi, nous sommes partisans, y compris même ceux dont vous ne pouvez pas croire. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quelle est la position ? On sait que l'initiative du groupe de Douala est de fédérer l'opposition en vue d'une candidature unique. Cette candidature, à l'issue des concertations, on pourrait avoir un seul candidat qui serait soit du MRC, soit du PCRN, soit des autres partis interpellés. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quelle est la position ? On est d'accord, on est ouvert, comme cela a été dit dans la déclaration, mais est-ce qu'on est prêt à se soumettre à ces multiples conditions qui viendraient par la suite ? Disons qu'il faut, Claude, déjà se féliciter du fait que le débat a évolué au Cameroun sur le plan politique. Il y a eu pendant beaucoup d'années une grosse confusion entre ce qu'on appelle un candidat unique de l'opposition. Et aujourd'hui, on évolue vers une expression qui est pratiquement acceptée de tous, un candidat de large consensus. Je crois que j'ai expliqué dans un ou deux médias, il y a quelques mois, que cette confusion était un peu problématique pour les discussions entre les acteurs politiques. Et qu'en 92, par exemple, beaucoup qui croyaient, avec la candidature et la victoire même de Dijon Fundi, beaucoup croient historiquement que c'était un candidat unique. Non, il était un candidat de large consensus. Et à côté, avec beaucoup d'autres candidats qui se sont présentés à cette élection-là. Cela étant dit, il faut également ajouter que, concernant particulièrement le MRC, nous sommes un parti de consensus. Nous sommes un mouvement. Le MRC, consubstantiellement à sa naissance, naît de l'agrégation de plusieurs partis politiques. C'est-à-dire, quand M. Maurice Kamto est consulté par diverses forces pour lui demander s'il pouvait prendre la tête du MRC, sa réponse est: est-ce que c'est un parti politique de plus ou bien c'est un ensemble de forces qui acceptent de se retrouver pour faire donner une vraie alternative aux Camerounais et donner du change au RDPC. Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs partis politiques effectivement se retrouvent et créent ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc déjà un ensemble de partis politiques. En 2018, nous sommes également partis sur cette voie-là. Le candidat Maurice Kamto était également porté par le MRC, mais par plusieurs autres partis politiques. Akeremouna a d'ailleurs rejoint la dynamique à la veille des élections. En 2025, cette année également, l'histoire est encore plus forte. Nous avons un ensemble d'acteurs politiques, un ensemble d'acteurs de la société civile qui s'est réuni autour du projet qu'on a appelé l'APC, c'est-à-dire que l'Alliance patriotique pour le Cameroun aujourd'hui, et qui a sollicité Maurice Kamto, le président du MRC, pour être leur candidat. Donc aujourd'hui, c'est derrière cette alliance-là que la candidature de Maurice Kamto va être présentée. Mais, je l'ai également dit sur plusieurs autres plateaux, rien ne dit que tout s'arrêtera à cette alliance-là. Cette alliance également reste ouverte à toutes les initiatives possibles de plus grands rassemblements des forces de l'opposition. Et c'est dans ce cadre-là que
le président Maurice Kamto a accepté. Mais il vous dira toujours, je peux donner mon avis favorable, mais il faut également que ceux qui me soutiennent soient de l'initiative, soient de l'aventure, puisqu'effectivement, il a accepté d'être le candidat de l'APC. Et donc, dans ce cadre-là, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives. Monsieur Njok en parlait tout à l'heure, il y a d'autres discussions qui se font, d'autres initiatives qui veulent rassembler les différentes forces. Maurice Kamto dit également, c'est très bien. Parce que, voyez-vous, c'est ce que le peuple demande. Le peuple souhaite avoir des candidats qui sont portés par différentes forces. Pas seulement les partis politiques, mais également des associations de la société civile, les corporations. Toutes ces dynamiques sociales-là qui montrent que le peuple en a marre et le peuple en entier veut qu'il y ait un changement. Et le MRC et donc l'APC qui travaille également pour la candidature de Maurice Kamto, nous sommes ouverts à toutes les discussions qui nous amèneraient deux choses. La première chose, la justice électorale. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous nous battons énormément pour le respect du code électoral. Quelque chose, aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs qui ne sont probablement pas intéressés par le respect de la loi en matière de justice électorale. C'est un problème pour nous. Et quelles que soient les initiatives dans lesquelles nous serons, nous demanderons à ce qui est le respect de la loi. Nous avons des centaines et des centaines de camarades politiques, on doit leur rendre encore hommage aujourd'hui, qui, comme nous, avons fait la prison pour que la loi soit respectée dans ce pays. Donc pour nous, c'est une condition extrêmement importante. À côté de cette condition de respect de la loi électorale, nous avons d'autres qui sont que des éléments de contrôle. Des éléments de contrôle de l'élection soient respectés pour que le bulletin du citoyen qui rentrera dans l'urne soit exactement ce qui va refléter les résultats. Et donc vous avez une initiative comme celle d'Abdourahmane qui a mis sur pied ce qu'il a appelé la VAR, ou le VAR, je ne sais plus exactement comment on dit ça. Bon, les VAR, les vérificateurs. Les VAR, et c'est une initiative également à saluer, qui montre que les Camerounais, il y a une conscience politique qui est en train de monter dans la société camerounaise. Et le MRC, pendant longtemps, a travaillé à éduquer les citoyens camerounais. Et nous sommes heureux que cet engagement-là soit aujourd'hui quelque chose de fortement appréciable par tous les Camerounais. Roland Tsapi, de manière globale, l'opposition camerounaise consultée par le groupe de Douala est d'accord, salue l'initiative de Anissé Ekane et de Cyril Sambaka, mais on sait que ce n'est pas la première fois que l'opposition décide de fédérer les leaders. De l'expérience des précédentes élections, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette initiative ne marche pas ou bien n'aille pas jusqu'au bout, comme ça a été le cas par le passé? Il y a deux choses principalement. La première, c'est qu'on est dans une situation où on dirait ceux qui savent ne disent rien et ceux qui parlent ne savent rien. Constatez que, comme l'a dit tantôt le porte-parole de ce groupe de Douala, ceux qui sont en tête de l'initiative ne sont pas concernés par les élections, ne sont pas partie prenante. Donc ça donne un peu du crédit à l'initiative. Au contraire, ça inquiète plutôt. Parce qu'on se serait attendu à ce que ceux qui sont, du moins, sur le starting block, qui se sont déjà annoncés, prennent cette initiative entre elles. Mais laisser que cela vienne de l'extérieur, c'est un peu comme si chacun était campé sur sa position en train de guetter quelque chose qui ne va pas très bien. Et maintenant, il faut attendre que ce soit plutôt de l'extérieur, quelqu'un qui est neutre, qui arrive là et essaie de jouer les médiateurs ou bien les conciliateurs entre des personnes qui manifestement ne veulent pas se parler. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore entendu que ces différents candidats qui ont été consultés là par ceux-ci se sont rencontrés. Du moins, pas officiellement. Peut-être qu'ils se rencontrent avec des discussions informelles, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de discussions entre eux. Et ça inquiète, déjà. La deuxième chose, c'est que la plupart d'entre eux consultés disent « on est ouvert aux discussions, mais ça ne dépend pas de moi ». Je voudrais attirer l'attention sur le fait que quand ils disent la plupart du temps ça ne dépend pas d'eux, ne pensez pas que ils disent qu'ils sont, je veux dire, qu'ils doivent aller consulter
le bureau politique ou bien, je ne sais pas, l'assemblée ou bien le congrès du parti. En réalité, quand il dit ça ne dépend pas de ça, veut dire qu'il y a des lobbies derrière qui sont en train de les pousser comme des pions et qui n'ont pas intérêt à ce que lui se dilue dans d'autres, parce qu'en réalité, c'est peut-être un pion qu'on veut utiliser pour faire un marchandage politique à un moment donné. D'où les expressions, ça ne dépend pas de moi. C'était réducteur, ça, Laurent. J'en viens. C'est peut-être réducteur, mais c'est une analyse à ne pas écarter. Objectivement, elle ne repose pas sur des grilles pertinentes. Si vous permettez que je base je suis désolé, l'analyse politique n'est pas les mathématiques où on est 1 plus 1 égale 2. Oui, l'analyse politique repose sur un certain nombre d'éléments, fondamentalement. Il y a des éléments... Je peux continuer, Christian. Encore que juste ici, il n'y a que celui du SDF qui a dit ouvertement que se joindre à ce consensus peut perturber les préparatifs. Je vous rappelle, et ça, il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur le terrain politique. Et il ne faut pas être naïf pour comprendre que la politique, c'est essentiellement la langue de bois. Si on ne comprend pas ça, il faut bien que nous le disions pour que l'opinion comprenne très bien. C'est essentiellement la langue de bois. Ils n'ouvriront pas la bouche pour dire que, ok, on y va, non? Chacun est en train d'avancer en regardant très bien ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Il y a des jurisprudences ou bien des exemples dans le passé qui nous confortent dans ce qu'on dit. Je vais vous dire quelque chose. En 2004, par exemple, on était en train de parler de la coalition, ou plutôt les partis politiques se réunissaient pour trouver parmi eux un candidat consensuel. Ils étaient même allés jusqu'à établir les critères qui devraient définir le candidat qui va porter, le candidat idéal. Sauf que les critères, vous savez quoi, éliminaient à 90% le candidat qui estimait être celui qui porte l'opposition, c'est-à-dire Nigel Fundi, paix à son âme. Ce qui s'est passé, c'est que lors d'une ultime réunion à Yaoundé, pendant qu'on était en train de discuter là, dans la salle, il avait déjà envoyé son dossier de candidature qu'on déposait déjà au MINAT à l'époque. Et l'histoire politique du pays a retenu depuis ce jour-là une expression selon laquelle le train n'entre pas dans la voiture. Vous comprenez quoi? C'est-à-dire que le STF estimait qu'elle était la locomotive et que tout le monde devrait venir le suivre, pas que lui devait, avec sa grosse machine, suivre des petits, entre guillemets, c'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas le même aura que lui sur la place politique. Voilà où on en est. Ce qui veut dire quoi? Que, en réalité, de manière personnelle, il n'avait pas intérêt parce qu'il y avait un certain ego à protéger. On estime que sur des critères, soit subjectifs ou réalistes, sur la représentativité à l'Assemblée nationale ou bien sur la capacité à mobiliser les populations dans la rue, on estime qu'on est le plus fort jusqu'ici. Et ça ne va pas changer cette fois-ci. Les gens vont toujours penser que comme je suis dans l'opinion, même si c'est un peu virtuel, le plus fort, j'attends que les autres viennent vers moi. Et si les autres viennent vers moi, il faut qu'ils viennent proposer ce qu'ils veulent qu'on mette ensemble pour que je porte tout ça, mais pas qu'on vienne me dire de laisser ce que je suis en train de faire là pour suivre les autres et me mettre même en retard par rapport à ça. Ce serait l'idéal, quelque part. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'effacer pour laisser avancer celui qu'on estime avoir le maximum de chances pour réaliser cela. C'est le choix que nous avons tous aujourd'hui. Sauf que, tel que les choses avancent, il y a encore des sérieux doutes par rapport à l'issue. Je finis en rappelant une chose. Nous sommes à presque 5 mois d'élection présidentielle au Cameroun. Et jusqu'ici, l'opinion dans l'ensemble n'est pas encore fixée sur un candidat qui incarnerait pour lui ce changement. Ailleurs, à 10 mois de l'élection, on est déjà fixé. On sait qu'on est en train de construire la dynamique, la force sur telle ou telle personne. C'est clair. Mais là encore, on est dans le flou. On est encore au communiqué du groupe de Douala qui dit qu'il a consulté tel. C'est inquiétant. Ça inquiète. Ça craint. Et ça, il faut qu'on le dise clairement. Si tous ces candidats ont vraiment envie
de procéder à un changement comme on le clame partout. Tout le monde veut le changement. Ou bien on est dans une situation où tout le monde veut aller au paradis, mais personne apparemment ne veut mourir. Je pense qu'il est temps qu'on laisse les égos, qu'on laisse les autres considérations et on pense effectivement à ce que, ok, il faut qu'on engage un mouvement qui va aboutir au changement. Et surtout, qu'on n'oublie pas qu'en face, on a une machine, la machine du pouvoir qui est, je veux dire, solidement ancrée et qui a les moyens d'État pour faire ce qu'il veut faire. Tout à l'heure, Christian Ndjok, vous n'étiez pas d'accord avec Roland Tapi. Est-ce que le flou qu'on observait, c'est vrai qu'on est encore dans la phase d'intention de candidature, pas de déclaration de candidature. Est-ce que le flou qu'on observe donc ne peut pas aussi être dû au fait que les candidats ou bien les partis politiques subissent d'une manière ou d'une autre une certaine pression et que certains leaders, compte tenu de la situation observée dans leur parti, sont pour le moment un peu indécis quant à leur candidature, quant à la validation de leur candidature ou non? C'est vrai que c'est pas moi qui pose les questions sur votre plateau. Ce serait quoi le flou, à votre avis? Le flou, puisque, comme le disait Roland Tapi, jusqu'à présent, les Camerounais n'arrivent pas à se fixer sur le bon candidat qui incarnerait le mieux leurs valeurs, qui porterait leurs problèmes. Je crois avoir perçu votre question cette fois-là. Rassurez-vous, c'était une question rhétorique. Non, l'approche apocalyptique, analytique de Roland me semble essentiellement péjorative. Voyez-vous, primo déjà, il a convoqué 3 éléments. Je vais d'abord les battre en brèche pour en venir à votre question. D'un, les groupes se rencontrent. La question, on a parlé de la question consensuelle ici du code électoral. La proposition entre les différents acteurs, ainsi de suite, on s'en est retrouvé. Moi, je parle ex-qualité comme état acteur. Deuxièmement, le propre, l'image que vous jetez un peu sur des symboles. Quand on parle quand même de Sambaka, d'Anissé Kane, il me semble que si vous et moi on a un problème, Dame Gomayo, celui que vous allez appeler, c'est celui qui serait externe. C'est pour cela qu'on convoque souvent le clergé, la société civile et les autres qui veulent mettre la paix quelque part. Il me semble donc qu'en convoquant de tels acteurs, une telle initiative me semble crédible. A priori, si elle repose vraiment sur des fondements efficaces d'analyse politique, comme vous l'avez dit. Troisième élément, je voudrais dire à M. Roland Tapi qu'il n'existe aucun parti politique au monde qui s'appelle opposition. D'abord, il fait cette grille analytique, en fait, c'est de l'abrutissement. Et là, je parle toujours aussi du rôle des médias. Parce que vous avez un rôle aussi, c'est ce qu'on appelle le 4e pouvoir. Ce rôle qui vous est dévolu, Roland, il me semble que la journée mondiale de la presse, il y a à peine 4-5 jours, c'était l'autre fois. Oui. C'est le rôle de socialisation, c'est le rôle d'éducation. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il existe un parti qui s'appelle opposition, parce qu'on est de différents courants. Troisième élément, mais vous représentez l'opposition. Quatrième élément, on est dans un marché politique. Un marché politique de type oligopolistique, où c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc le citoyen électeur qui est demandeur, qui va acheter les différents programmes, c'est lui. On ne va pas dire à quelqu'un qu'il faut que tel se décide. Non, chacun sait au fond qu'il va aller voter. Donc, on ne va pas vous imposer un candidat. Vous allez voter en toute liberté si on part du principe ou du postulat selon lequel le vote en lui-même est libre. Et dans cette liberté, vous avez la liberté de choix. Il faut donc une multiplicité des programmes, des projets. Moi, j'attends Roland à ce niveau qu'il nous convoquera pour discuter ici programme contre programme, projet contre projet. Et là, on va éclairer le citoyen électeur. Je voudrais déjà qu'on s'accorde sur le principe. Maintenant, revenons sur l'approche d'agrégation des forces. C'est ce qui est souhaité. On peut prendre des exemples. Prenons le cas même du Sénégal. Je ne suis pas sûr que celui qui a gagné l'élection, si on vous fait une comparaison, par exemple, Diomaye Faye, quand il devient électeur, n'était pas celui qu'on attendait au bout de, je veux dire, en moins une semaine qu'on ait déposé les listes électorales. On le prend il y a une semaine par là. Ça veut dire peut-être si Libye peut ne pas être candidat aujourd'hui, et au bout de 10 jours où il est disqualifié, ce soit un job que je suis, qui soit par exemple candidat. Et non, monsieur, j'ai la capacité électorale. Et donc, j'ai de capacité pour pouvoir le faire. Mais en l'espèce, notre candidat, c'est l'honorable Libye. Je suis en train de le dire. Je prends un exemple. C'est la casuistique. En fait, que nos citoyens, que nos populations qui sont à la maison nous comprennent et qu'on ne dessine pas des candidats à l'avance. A dit c'est une élection, mais l'idée de renforcement, l'idée de mutualisation, l'idée d'agrégation des forces est toujours la meilleure. Comme on dit dans l'adage camerounais, qu'une seule main n'attache pas fondamentalement un fagot de bois. On a toujours besoin de plusieurs mains
qui puissent, n'est-ce pas, le faire. Mais il y a des éléments à partir desquels on doit s'entendre. Il faut que les gens nous comprennent à la maison. C'est pas parce qu'on a dit qu'on est opposition. Il y a des partis politiques au Cameroun qui postulent l'homosexualité, par exemple. Il y a des partis politiques au Cameroun qui postulent, par exemple, l'expropriation des terres des populations. Au Cameroun? Au Cameroun. Lisez les projets, les programmes politiques. D'accord? Ce n'est pas notre vision. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'en théorie, on serait du bord dit appelé opposition, qu'on va fondamentalement, n'est-ce pas, se rallier avec des gens qui postulent pour l'homosexualité, avec des gens qui veulent exproprier les terres des populations. Non. On doit donc s'entendre sur des éléments communs. C'est-à-dire à partir qu'il y ait des éléments minimaux, autant pour moi, à partir desquels on doit s'entendre. Par exemple, la question de l'identité, la question de la nature de l'État, la forme de l'État qui est la nôtre, la question de la gouvernance, la question même de la réidentité camerounaise, c'est-à-dire de la nationalité, et tous ces éléments à partir desquels on doit s'accorder. Et une fois qu'on s'accorde, on pourrait donc évoluer fondamentalement. Et il y a des éléments à partir desquels, c'est là où je suis d'accord avec Paul Eyoum, on l'a d'ailleurs proposé, nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je dois rappeler que quand le docteur Jules Domché, qui est un de vos confrères, est venu avec le ministre comme tous les autres en 2018, quand on en a discuté, c'est un des éléments à partir desquels on s'était accordé au moins. Il y a des échanges de mails qui sont vérifiés, qu'on devait s'accorder sur la surveillance des votes, parce qu'à date, et l'ECAM, j'ai eu la chance modestement d'assister encore à la réunion de l'ECAM il y a à peine une semaine par là, c'était vendredi dernier, il me semble, on vous dit qu'on aura 29 500 bureaux de vote à date, donc on pourrait avoir 30 000 bureaux de vote. Comment on va faire pour couvrir en théorie les 30 000 bureaux de vote? C'est à ce niveau où nous on dit on doit s'accorder. On sait théoriquement qu'il y a des partis en termes de représentativité, en termes de maillage territorial sur le terrain. On sait au moins à date qu'il peut se gargariser d'avoir tel ou tel sur le terrain politique. C'est visible, c'est perceptible. Donc à partir de ces éléments, ça permettrait donc de pouvoir s'entendre sur les uns et les autres. Et donc le poids politique, chez Roland Tchapi, se juge. Vous avez parlé des grilles d'analyse politique. En sociologie politique, c'est le postulat de base. On analyse un parti politique à partir de sa représentativité. Et la représentativité, elle est institutionnelle, d'abord électorale, politique. Et donc, à date, vous voyez, nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'UNDP n'étant pas avec nous, à date, étant allié au pouvoir, on ne se gargarise pas, on ne reste pas dans la posture de dire nous sommes la première force de l'opposition. Non. Nous disons, nous allons vers les autres. Nous sommes ouverts aux différentes discussions tant que celles-ci seront celles qui agrégeraient, je dis bien, la vision, les idées, le programme, et non, comme vous direz, tel individu, parce que nous disons, c'est pas parce qu'on va mettre Eyoum, Paul Eyoum, comme Guy Laurent, et Ndjok que je suis sur une liste que les gens vont fondamentalement voter, non. Parce que si on met Eyoum, Ndjok, et comme sur une liste où les gens vont lire tel projet, sans projet, où il n'y aurait pas de projet, ça ne servira à rien. C'est pas parce qu'on a mis, par exemple, Libye ou Kamto, ensemble que ça va amener les populations à voter, non. Parce que je crois encore que les populations électeurs camerounais est assez socialisée qu'on le puisse le croire. Regardez les discussions, regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les livres virtuels, je veux dire quoi, la participation politique virtuelle qui est théorisée par Anne Muxel, c'est-à-dire les réseaux sociaux et autres. Regardez comment ça discute, regardez comment c'est ouvert. Allez-y sur le terrain, allez-y dans l'arrière-pays, vous êtes peut-être souvent surpris. Moi j'ai la chance de faire le tour du Cameroun avec Nourab Kabalibi, et on vous dira ici, quand vous allez peut-être, comme on était récemment dans la Damawa, vous êtes surpris. Les gens sont prêts. Les gens attendent. Et les gens attendent quoi? Les gens attendent un changement de paradigme, un changement de génération. Parce que le pouvoir, c'est également ça. Ce sont des éléments qui motivent. C'est autant des éléments à partir desquels nous, on attend tous ces aînés qui veulent nous réunir. Nous sommes d'accord, mais qu'ils comprennent qu'il s'agit là de projeter le Cameroun dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est-à-dire le Cameroun de vous et moi, Mayo, qui allons le gouverner demain, c'est celui-là qui doit se dessiner. Et ceux qui doivent le dessiner, c'est ceux qui le gouverneront forcément demain. Mais la population attend surtout d'être convaincue à partir des projets politiques. Paul Eyoum. Le groupe de Douala a décidé de tenir des concertations avec des leaders de l'opposition. Bon, certains leaders de l'opposition qui, chacun de son côté, a un projet politique bien différent. Pourquoi ne pas les faire asseoir autour de la même table, qu'ils discutent, plutôt que de les rencontrer de manière individuelle et d'avoir soit un oui, soit un non, et faire une sortie comme celle qu'on a eue dernièrement? Est-ce que dans la démarche, il n'y aurait pas de risque que ce projet n'aboutisse pas? C'est une très belle question que vous posez là, Claude Maillot. Pour que les gens s'asseyent, il faut d'abord que les gens aient été consultés. Je crois que vous êtes d'accord avec moi.
on ne va pas prendre le téléphone, appeler chacun, dire qu'on se retrouve à tel endroit, tel jour. Non. Pourquoi on ne va pas le faire? Ce ne sont pas des humains? Non, vous consultez d'abord. Vous dites aux personnes, voici le projet que nous avons, voici ce que nous souhaitons faire. Vous écoutez leurs réponses, celles qui sont favorables, vous leur dites, ok, nous avons consulté les autres, ils sont favorables, réunissons-nous tel jour à tel endroit. C'est cela la démarche, la chose la plus logique. Et à ce niveau, vous voyez très bien que déjà, je remercie les différentes personnes qui ont pris la parole ici pour reconnaître au moins le fait que ceux qui sont initiateurs de cette démarche sont des personnes qui ne se sont pas déclarées candidates aux élections. C'est même ça qui renforce la crédibilité. Parce que vous ne pouvez pas vous annoncer candidat à une élection et vous appelez les gens. Donc c'est que ça veut dire que vous-même vous n'êtes pas sérieux. Donc ce sont les gens de l'extérieur qui doivent travailler pour mettre ces candidats-là ensemble. Et quand Roland Tsapi a dit que ça inquiète, j'ai tiqué. Mais en l'écoutant, il ne parle pas de l'inquiétude venant du groupe de Douala. Il parle d'inquiétude en tant que population, sauf si je me trompe. Oui, tu te trompes, effectivement. Voilà. Bon, voilà. Il dit que je me trompe. Ça veut donc dire qu'en réalité, lui-même, Roland Tsapi, ça veut donc dire que l'inquiétude ne devrait pas venir sur les personnes ou sur les acteurs. Mais l'inquiétude devrait venir au niveau de la population. Pourquoi? Parce que si les différents acteurs ne mènent pas cette démarche au bout, c'est-à-dire si cette démarche n'a pas une issue favorable, ce sont les populations qui sont les perdantes. C'est ce qu'on oublie beaucoup dans le jeu politique au Cameroun. C'est qu'on a l'impression que les gens font ça ou bien parce que les partis politiques doivent animer l'espace et tout. Nous sommes d'abord là pour les populations. Ça veut dire que cette démarche est là pour l'intérêt des populations. Et quand j'écoute Ndjok, il dit que les électeurs, etc., mais Ndjok oublie un détail fondamental. Nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas dans un pays où il y a les élections libres et transparentes pour croire que chacun va se lever le matin, il va voter son candidat sur la base d'un programme. C'est faux. On a affaire à un régime qui a des méthodes, qui est installé là depuis des décennies, qui a des méthodes qui sont là pour torpiller la démocratie. Or, l'enjeu d'abord... Tu es en train de renforcer là, Laurent Tchapi qui dit qu'il est inquiet. Si tu viens me dire ici, toi, en tant que porte-parole de cette plateforme, qu'on ne vote pas à base d'un programme, à partir d'un programme, parce qu'on serait au Cameroun, là, tu as inquiété, cher frère. Il a dit... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. Lui, il a parlé, c'est-à-dire que tout le monde va aux élections. Les gens choisissent le candidat. Oh, parce qu'on sait qu'en allant en rang dispersé, et d'ailleurs l'expérience l'a prouvé, depuis qu'on organise les élections, la seule fois l'opposition a pu se rapprocher du pouvoir, c'était en 92. C'était un candidat, il a dit aujourd'hui, de large consensus. Depuis que les gens vont aux élections en dispersé, les résultats des partis de l'opposition ne font que diminuer. Nous avons contesté les élections, les résultats de 2018. Non, vous pouvez contester comme vous voulez, c'est pas 92. Maintenant, à ce niveau donc, pourquoi? Il a dit, quand il parle de programme, attention, il peut y avoir un programme minimum. Nous-mêmes à l'AFP, nous sommes pour la transition par exemple, mais on a mis cela en veilleuse. Parce que l'intérêt n'est pas sur la vision de l'AFP. L'intérêt est sur comment débusquer ce régime pour ensuite asseoir maintenant une démocratie véritable où on va parler des programmes. Si maintenant il faut parler du programme du PCR, du SDF, de l'AFP, du MSC, du Malidem, on ne va pas s'en sortir. La réflexion, c'est comment on fait tous ensemble pour débusquer ce régime qui ne permet pas l'expression des programmes. C'est justement parce que ce régime ne permet pas l'expression du vote par les programmes que les acteurs s'asseyent ensemble. Si nous étions dans un pays où nous étions convaincus que les élections sont libres et transparentes, il est normal, chacun serait déjà sur le terrain en train de battre campagne, il n'y aurait pas cette initiative. Mais il y a cette initiative parce que nous sommes dans un pays où on a fait un régime qui est contre la démocratie. Et mettre les gens ensemble, les réunir, c'est pour créer une dynamique pour renverser ce régime. Au Sénégal, il a cité l'exemple du Sénégal. Les gens... Avant le président Macky Sall, lui il était un candidat qui était porté par un large consensus pour renverser Abdoulaye Wade. Ce n'est pas parce que c'était son programme qu'on aimait ou bien machin, non. C'était parce qu'il fallait renverser le système. Et lui-même Macky Sall, les Diomaye Faye et tout, c'est pas leur programme, c'est un consensus parce qu'il fallait renverser un système.
lorsqu'on pourra parler des programmes, lorsque nous serons convaincus que nous sommes dans un état où il y a des élections libres et transparentes. D'ailleurs, lui vient de dire ils ont contesté les élections de 2018. Pourquoi ils les contestent? Parce que le système fait en sorte que nous ne sommes pas convaincus des résultats qui sont proclamés. Absolument. Nous ne sommes pas convaincus. Donc quand on dit qu'on met cette dynamique en place, nous, l'AFP ne peut pas investir un candidat. Le Malidem, par contre, pour répondre, par exemple, j'ai suivi des gens qui disent que oui, le MSC ne peut pas investir un candidat, mais quand on peut un candidat présenté par le Malidem, par exemple, qui est dans cette plateforme. Nous ne sommes pas d'accord. Non. Il faut me laisser continuer. Allez, vous allez s'il vous plaît. Non, je n'entre pas dans ce jeu. Bon, vraiment, laissez le jeu du MRC. Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il s'agit de penser à l'intérêt général. Si Roland Tapi, lui, son souci, c'est ceux qui sont initiateurs du truc, lui-même, Roland Tapi, il aurait pu initier quelque chose. Mais c'est simplement parce que ni la société civile, vous avez vu le REDAC est fermé. Non, ce n'est pas le souci de Roland Tapi, vraiment. C'est une analyse. Non, je suis pas. Parce que vous dites que lui-même aurait pu initier. Non, c'est une façon de dire que c'est pas le fait que ce soit M. Sambako, M. Anissé Kane qui soucie. Ça veut dire ça aurait pu venir des Camerounais. D'ailleurs, c'est un appel du peuple. Parce que le peuple, tous les jours, dit mais pourquoi vous ne vous asseyez pas ensemble? Vous-même, Claude Maillot, vous aurez pu dire à vos confrères, nous sommes tous journalistes, ces gens-ci, nous voulons tous ce changement, essayons de les faire asseoir ensemble. Donc ça aurait pu venir d'autres, mais c'est venu de ceux-là, qui sont des personnes qui ont de l'expérience, qui sont des hommes d'expérience, qui ont vécu l'époque de 92, qui ont vécu l'époque de 2004 qu'il a soulevé, qui ont vécu 2018 et qui sont même entre guillemets des sortants. Mais avant de sortir, il faudrait au moins qu'ils laissent à nous autres, la nouvelle génération, un Cameroun où on peut s'exprimer de manière libre, de manière démocratique, et c'est ce que les Camerounais veulent, c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour nous. Mais justement, Guy Laurent, depuis le début de l'année, puisque nous avons amorcé l'année électorale, on parle plus coalition, union de l'opposition, on parle consensus, ainsi de suite. Est-ce que à l'heure actuelle, compte tenu du climat, du contexte et des enjeux de cette élection, c'est la seule solution pour battre un parti comme le RDPC? S'unir forcément pour avoir le maximum de votes à la fin? Avec quelle garantie? C'est un très très vaste sujet. Et je suis sur certains points évidemment d'accord avec Paul et Youm. Si les conditions d'élection sont claires, transparentes, équitables, libres, il est possible de battre le RDPC. Parce que nous pensons et nous savons, nous avons des éléments, comme nous avons battu le RDPC en 2018. Je vous raconte une petite anecdote. Nous avons aujourd'hui au MRC une militante très dynamique qui, à l'époque, en 2018, était militante a soutenu M. Cabral Libye à l'élection présidentielle de 2018. Et qui était même dans l'équipe qui compilait les résultats des élections pour le candidat Cabral Libye. Elle me dit, Laurent, est-ce que tu sais comment j'arrive au MRC? Je lui dis, comment? Elle me dit, en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit des élections, quand on fait la comptabilité, on se rend compte qu'il y a un candidat de l'opposition qui a gagné. Vous pouvez la nommer quoi? Vous pouvez la nommer? Parce que moi, je connais pas une camarade qui était parmi nous qui compilons les résultats. C'est le directeur de campagne adjoint en charge des questions électorales du candidat Libye Cabral qui parle à l'élection présidentielle. Je suis curieux de ça. Donc je vais continuer. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas... Parce que toutes les petites piques que M. Diop peut faire depuis le début de cette émission, je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas arrêté. Et je ne pense pas qu'il ait le plus la force possible pour interrompre les autres. Et on est d'accord que personne ne va répondre à l'autre. Alors je ne dis... Je vais... S'il considère que ce sont des piques, M. Diop, on le laisse aller au bout. Il affirme qu'il y avait une dame. Et j'ai dit bien, je parle ici ex-qualité. Peut-être avec le temps, il donnera le nom de la personne. On est sur votre plateau, on ne peut pas faire des déclarations qui, elles, portent atteinte à l'image d'un parti politique. Voyez-vous? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que cette camarade aurait affirmé qu'ils ont gagné. Qui était avec nous. Qui nous donne le nom de la camarade? C'est qu'il dit, sérieusement, parce que là, sinon, je ne vais pas dire. C'est noté, Guy Laurent. Vous allez m'empêcher de parler, je donne les faits. Et il me semble qu'à cette époque... C'est pas des faits, c'est votre rêverie. C'est quel les faits? Les faits sont quoi? S'il vous plaît, Christian. Allez-y, Guy. Je rappelle que... J'attends que vous lui demandiez le nom. Qui donne le nom, en fait? Je vais lui demander le nom. Je ne suis pas obligé. Je rappelle qu'à cette époque... Je ne retire pas. Je rappelle qu'à cette époque, M. Cabral Libye a fait une sortie pour dire lui-même que c'était un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. C'est un fait.
Alors je parle avec des faits. Cabral avait combien de PV? Je ne sais pas, mais il a dit. Il avait 13 000 PV, je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le débat? Je dis qu'il a fait une déclaration en disant de ce que j'ai comme compilation, c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Il n'a jamais un candidat de l'opposition, mais de l'opposition. Bon, c'est un fait. Ouais, il confirme. L'opposition et le candidat, c'est la participation des partis de l'opposition. On peut aller chercher après. Tu n'as pas besoin de dire des faussetés, quoi. Tu n'as pas besoin de dire des faussetés pour nous. Tu n'as pas besoin de dire des faussetés. Pourquoi est-ce qu'on s'agite? Bon, des choses inexactes passent mieux. Non, ce sont des faussetés inexactes. Ou bien pas totalement vrai. Faux, pas vrai, faux, inexact. Ou pas totalement vrai. S'il vous plaît, vous allez rattraper votre temps de rappel. Monsieur Cabral, lui, il a dit. Donc tout le monde. Fondez votre problème sur l'analyse, non sur le Cabral. Il parlait de lui-même, non? Parlez de vous, non de lui. Je vous donne des paradigmes, je vous dis comment vous allez Christian Diop, s'il vous plaît. Pourquoi vous agitez autant? Non, je ne vais pas m'agiter pour vous, quoi. Vous n'avez pas quand même cette capacité, vous ne devez pas agiter. Calmez-vous quand même. Vous dites des choses qui sont fausses, vous venez mentir à la télé, et vous voulez que moi je vous laisse dire et vous parlez d'agitation. Avec un langage assez rébarbatif. Permettez qu'il aille au bout, vous aurez l'occasion de corriger ou de rattraper juste après, Christian, s'il vous plaît. Voilà, un peu d'élégance en fait est revenue sur ce plateau. Donc je disais que c'est un fait. M. Cabral-Libby l'a dit et tout le monde l'a observé. Et puis, donc, quand vous avez une déclaration pareille, vous comprenez que l'essentiel pour nous, effectivement, c'est de tout faire pour sécuriser les résultats des élections qui arrivent. Et M. Ndiok aussi l'a relevé, c'est vrai. C'est un peu pour contredire M. Roland Tiapi. Les partis d'opposition se rencontrent et travaillent. L'Union européenne a commencé sur un seul secteur, c'était l'Union sur le charbon. C'est là où l'Union européenne a commencé. Donc on ne peut pas aujourd'hui dénier qu'on a évolué. On a eu une proposition de code électoral consensuel des partis politiques de l'opposition ces derniers mois. Et que M. le Président de la République a dit qu'il n'a jamais vu une de ces montures. Donc, il y a un travail qui est fait, on avance. Et toujours à la décharge de M. Paul Eyoum, ce qui se passe aujourd'hui dans le groupe de travail qui a été mis en place, et la communication qu'ils ont faite, c'est simplement ce qu'on appelle un rapport d'étape. Nous croyons que c'est un rapport d'étape. Il y a eu des premiers jets, les candidats ont donné leur volonté de voir ce projet aller jusqu'à son bout. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit. Voilà. Et que d'ailleurs même, il est dit que les consultations continuent. Ils ont d'abord consulté les partis politiques qui semblent avoir pignon sur rue aujourd'hui. Ils vont continuer à consulter les autres. J'ai entendu également dire ici, mais par M. Roland, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'il y ait des critères objectifs pour se dire quel serait le candidat qui peut le mieux représenter l'opposition ou le candidat qui pourrait être celui le mieux représenté dans le large consensus qu'on veut avoir. Nous sommes partants pour cela, mais à condition que le travail soit sérieux et qu'il soit crédible, qu'on ait des arguments, des critères objectifs, et nous allons l'accompagner. Mais nous ne sommes pas dupes. Parce que, voyez-vous, le candidat du SDF dit quelque chose qui n'est pas vraiment faux. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est dans des discussions pour avoir un candidat de large consensus que l'on ne continue pas à travailler sur le terrain. Nous, au MRC, on travaille à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui, dans les 30 000 bureaux de vote qu'il y aura, pratiquement 60 000 Camerounais qui compteront l'élection. Mais on n'est pas dans un discours orgueilleux en disant on peut le faire. Mais on peut également le faire avec les autres. Parce qu'il est important qu'il y ait des témoignages. Aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que l'Église, par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante, les musulmans ne se mettraient pas ensemble pour accompagner la vérité électorale dans ce pays, pour accompagner la justice électorale. 2025 va être une année extrêmement compliquée pour notre pays. L'Église également doit jouer un rôle dans l'apaisement. Aujourd'hui, l'Église, quelle qu'elle soit, je parle des croyants en général, doit également jouer un rôle pour que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que, voyez-vous, quand on va exprimer son ras-le-bol par un bulletin de vote, cela voudrait dire qu'on a refusé la violence pour passer plutôt à la citoyenneté. Donc les églises doivent s'engager aussi à faire à ce que leurs croyants, les divers croyants, aillent s'inscrire sur les listes électorales et préservent la paix.
en 2025. Mais les églises le font déjà. D'ailleurs, l'Église catholique produit des communiqués tout le temps. Pas assez. L'Église catholique, c'est formidable. On a vu qu'il y a un regain. Mais beaucoup d'autres sont un peu à la traîne. On a l'impression que c'est en train de... La mayonnaise est en train de prendre. Et c'est très bien. Je voudrais également dire, j'ai entendu tout à l'heure ici, des petites choses qui ne sont pas très exactes. À quel âge M. Nelson Mandela a été président en Afrique du Sud? Il a apporté de nouvelles réformes, de grandes réformes en Afrique du Sud. À quel âge il a été? Il avait plus de 70 ans. À quel âge M. Abdoulaye Wade? Tous des juristes d'ailleurs. À quel âge il est venu apporter ce changement au Sénégal? Il avait plus de 70 ans aussi. Donc je voudrais que l'on n'essaye pas de distraire. Tout à l'heure, M. Ndjok, en parlant de M. Tchapi, parlait d'abrutissement des téléspectateurs, des citoyens camerounais. Mais qu'il ne fasse pas aussi. Il faut être cohérent, il faut être sérieux. Aujourd'hui, les Camerounais, différemment de ce que M. Tchapi a dit, aujourd'hui, les Camerounais ont fondé leur espoir en un an. Et ils le disent, tout le monde, dans la rue, on le voit, on en parle. Et malheureusement, quand j'entends un membre imminent du groupe de travail dire que le MRC ne peut pas présenter une candidature, alors je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on est abasourdi quand c'est un ministre de l'administration territoriale qui dit qui va être candidat de qui ne va pas être candidat. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Ils ne sont pas dans leur rôle. Est-ce que le groupe de travail aujourd'hui dit si le MRC peut présenter un candidat ou non? Alors même que nous donnons des arguments juridiques. C'est le contraire. Le MRC peut présenter aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle. Mais la Constitution est claire. La Constitution vous dit que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer un élu à dire que quand vous êtes dans tel parti politique, si vous partez, votre mandat reste avec nous. Or, le code électoral dit, pour qu'un parti politique puisse présenter un candidat, il ne dit pas que ce parti doit avoir participé à une élection. Il dit que ce parti doit avoir des élus. Et les élus sont des élus de la nation. Quelle est la logique qu'il y a derrière? C'est que tout parti politique qui a en son sein des élus peut présenter un candidat. C'est simple. Aujourd'hui, le MRC a des centaines d'élus en son sein qui ont démissionné du RDPC, démissionné du SCF, de beaucoup d'autres partis politiques qui sont dans le MRC. Donc, par le principe de la transitivité, c'est le code électoral qui le dit, c'est la Constitution qui le dit. Le MRC est fondé aujourd'hui à présenter son candidat sur toutes les modalités prévues par la loi. Primo, en présentant un candidat par le parti politique MRC. Secondo, M. Maurice Kamto, parce que l'élection, c'est la rencontre d'un candidat avec le peuple, M. Maurice Kamto est fondé à être présenté même par un autre parti politique. Aujourd'hui, l'APC dit non, on va présenter Maurice Kamto. C'est la deuxième modalité. La troisième modalité, c'est que M. Maurice Kamto peut être présenté dans une candidature libre par des signatures, les 300 que l'on demande. Mais donc, M. Maurice Kamto, à date aujourd'hui, a 3 modalités devant lui. En quoi et pourquoi est-ce qu'on fait un débat sur la possibilité ou non par Maurice Kamto d'être présenté par le MRC ou par tel autre? Il a toutes les possibilités devant lui. Et nous avons tenu un conseil national à Yaoundé où le conseil national a donné quitus à M. Maurice Kamto de choisir la modalité qu'il souhaite. S'il veut, il se présente par le MRC, la loi le permet. S'il souhaite qu'il se fasse même présenter par le groupe de travail, c'est la loi qui le permet, ou s'il veut qu'il soit présenté par une candidature indépendante. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Actuellement, nous sommes en train de parler aux Camerounais. Nous leur présentons un programme. Vous avez bien vu que M. Maurice Kamto a entamé une série de rencontres avec des corps sociaux. Il a rencontré des artistes, il a rencontré des ingénieurs, il rencontre des entrepreneurs, il rencontre des hommes d'affaires, il a rencontré, comment on va dire, on appelle les Bayam Salam communément, c'est-à-dire ceux qui font des métiers. Les commerçants. Les commerçants. Il a rencontré tout ce beau monde et ça continue. Et le 31 mai, M. Maurice Kamto est à Paris pour rencontrer la diaspora. Ce sont des différents segments sociaux qui comptent dans notre pays. Et M. Maurice Kamto les rencontre pour présenter un programme. On avait un programme en 2018. Le programme de 2025 est celui de 2018 amélioré. Et vous l'aurez dans quelques jours et vous apprécierez. Mais en faisant le sommaire, le résumé des activités du professeur Maurice Kamto, oui. C'est pas aussi un signe que le MRC, malgré ce qui est dit dans la déclaration, a envie de cheminer seul? Très bonne question. Non, mais si vous avez écouté Anissé Ekane à une émission ce dimanche, il a dit que M. Maurice Kamto était celui qui a été le plus réceptif des travaux du groupe de travail de Douala. Allez dans les réseaux sociaux, écoutez-le. Il dit, nous avons rencontré les 5 que nous avons rencontrés, des 5,
le plus réceptif était Maurice Kamto. Mais être réceptif ne signifie pas être partant. Donc vous faites un procès d'intention. Non, pas du tout. Être réceptif. Je vous dis que le responsable du groupe de travail, être ouvert, être prêt à écouter. Le groupe de travail vous dit que celui qui nous a donné le plus d'espoir, c'est Maurice Kamto. Allez sur Internet chercher, c'était sur une chaîne concurrente. Maintenant, si vous dites que M. Maurice Kamto peut le dire et ne pas le dire, c'est un procès d'intention. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Loin de moi les procès d'intention contre le président du MRC. Maurice Kamto est celui qui a été le plus ouvert aux discussions. Roland Tapi, il y a beaucoup de partis politiques qui sont, entre guillemets, persécutés par l'administration. Il y a beaucoup de candidatures, d'annonces de candidatures indépendantes. Il y a beaucoup de leaders qui probablement pourraient ne pas se présenter à l'élection à venir. Un consensus ou une coalition comme celle du groupe de Douala ne serait pas une garantie pour cela. Pourquoi jusqu'à présent on a juste des accords, on a vraiment des points de vue, des leaders de partis qui disent oui c'est appréciable, on salue l'initiative, mais sans jamais dire d'accord on chemine avec vous, même si l'AFP, le représentant de l'AFP le disait tout à l'heure, ils sont encore à l'étape des concertations, pas des validations. Oui, je préfère préciser ce que j'ai dit tantôt parce que c'est exactement la même chose que je voudrais dire. J'ai dit tantôt qu'il ne faut pas être naïf, on est en politique et il ne faut pas s'attendre à des réponses tranchées de qui que ce soit. Et des discussions qui sont sur la table, vous vous rendez bien compte que chacun, de manière subtile, essaie de tirer la couverture de son côté. Ça veut dire que de manière ultime, chacun veut aller seul, tout en posant la question, vous avez dit quoi en réalité? C'est ça le schéma qui est derrière. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Je crois qu'ici, on était là pour débattre de la possibilité d'avoir des succès avec une telle démarche. Et c'est vers là que j'étais en train d'aller. Je disais, il ne faut pas être naïf. D'abord, parce que la qualité, la compétence des initiateurs, qu'on le veuille ou pas, peut être questionnable. Même si elle ne l'est pas, elle peut être questionnable. C'est des acteurs politiques, aussi citoyens qui le sont dans la politique, mais qui ont un parcours qui, la plupart du temps, est connu de manière un peu plus détaillée par les acteurs qui ont été rencontrés que par nous-mêmes. Et donc, si quelqu'un que je connais très bien, je connais son parcours politique, je connais ses alliances, je connais des portes qu'il a frappées et autres, se présente à moi aujourd'hui comme quelqu'un qui veut faire la médiation ou bien travailler à ce qu'il y a une coalition entre nous. Il y a des raisons. Moi qui le reçois, j'ai des raisons d'être un peu méfiant par rapport à sa démarche. Je suis en train de faire une analyse. Il ne faut pas, tout simplement parce que des gens ont pris l'initiative, leur donner un blanc-seing du tout. Absolument pas. Donc, leur qualité ou bien leur passif sur le plan politique peut être une entrave à la situation. C'est pour ça que j'ai dit, je me posais la question, pourquoi est-ce que les acteurs eux-mêmes ne se rencontrent pas? On m'a dit qu'ils se rencontraient. Mais j'avais bien précisé, c'est parce qu'on ne m'écoute pas très bien, j'avais précisé que du moins, formellement oui. Ils n'ont pas encore fait une déclaration officielle qu'ils se sont rencontrés. Et j'ai précisé peut-être qu'ils travaillent de manière informelle en sourdine, ce qui n'est pas mauvais. Et Paul disait tout à l'heure qu'ils sont encore à la phase des consultations. Oui, c'est ce que les autres ont encore fait, qui se rencontrent, mais de manière informelle. Maintenant, j'étais en train de dire, sur le plan officiel, il n'y a pas encore une déclaration signée par 2, 3, 4 candidats en disant que nous nous sommes mis ensemble dans une dynamique de trouver un candidat consensuel en notre sein. Ce qui était le cas en 1992, par exemple, quand on trouvait le candidat de l'Union pour le changement. C'était clair que le STF, l'UPC, l'UNDP, même si les autres partis, après, sont partis de la coalition, mais c'était clair, connu, que voici des acteurs qui, sur le plan légal, ont la possibilité d'être candidats, mais qui se sont mis ensemble pour le faire. Donc, ma première inquiétude était, jusqu'ici, pourquoi est-ce que cela n'est pas fait par les acteurs, alors qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questionnements qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui et se poser la question, est-ce que véritablement, à entendre comment les uns et les autres disent
que leurs leaders travaillent sur le terrain. Est-ce qu'effectivement, on est dans une logique de pouvoir se mettre ensemble, ou bien chacun travaille d'abord de telle sorte à gagner le maximum d'espace sur le terrain pour après mettre ça sur la table comme élément de négociation. Ce qui est légitime. Pour dire que, je ne dis pas, ce qui est légitime. Oui. C'est vous qui êtes en train de penser que je suis contre ces genres de méthodes. Je dis, il faut qu'on mette tout ça sur la table et qu'on ne fasse pas des appréciations en négligeant quelque aspect que ce soit. Parce que tout cela compte à la fin. Maintenant, en considérant tout cela, est-ce qu'on a des chances d'aboutir à une candidature de large consensus ou bien unique et tout cela? Si les critères sont objectifs, ce ne sera jamais objectif pour tout le monde. Ce ne sera jamais objectif. Mais le soir, c'est qu'on arrive à cela. Et je pense que les initiateurs ont perçu cela. C'est pour ça qu'ils parlent. Si j'ai bien lu leur déclaration, ils sont en train de proposer une candidature de transition. La logique étant quoi? Celui qui peut maintenant être élu, ou bien qui peut aller à l'élection maintenant, ne sera pas celui qui veut être président, mais celui qui va, impulser le changement, assainir, balayer devant la cour, s'assurer que les chaises sont bien rangées dans le salon et que maintenant, on peut ouvrir la porte et la compétition commence pour que chacun fasse valoir ses forces pour venir entrer. Parce qu'il ne faut pas oublier en même temps. Si en 92, il y a eu vacillement du pouvoir, c'est parce qu'il y avait une masse critique derrière, qui aujourd'hui est, fortement disséminée, éparpillée. Personne ne peut garantir qu'en 2025, encore moins en 2018, on peut avoir la même bourrasque qu'on avait en 1992, parce qu'on sortait immédiatement du parti unique. La soif de changement était vraiment encore très forte au sein de tout le monde. Et à ce moment, je peux vous le dire, c'était dans la tête des Camerounais exactement ce que l'évêque de Yagua disait. D'abord, même si c'est le diable qui vient d'abord à ce moment-là, et on verra la suite après. Ce qui n'est pas la même chose aujourd'hui. On est dans une situation où la soif de changement est là, sauf qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour qu'on s'assure que cette soif-là soit disséminée, disproportionné, éparpillé un peu de partout. Ce travail est fait d'abord par le pouvoir en place, qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de l'unité en face de lui, ce qui est normal. Il faut diviser pour mieux régner. Et il y a également ce travail qui est en train d'être fait par beaucoup de partis politiques et même ceux qui aujourd'hui, qu'on ne connaît même pas, qui annoncent leur candidature. Et on fait bien de préciser qu'il faut faire la différence entre les annonces de candidature et les déclarations de candidature. Parce que si on ne fait pas attention, beaucoup de forces et d'énergie vont être dispersées à écouter ou bien à suivre des gens qui annoncent les candidatures alors qu'ils n'ont même pas qualité pour annoncer. Et c'est clair. Parce que le code électoral est assez précis sur un certain nombre de choses. Vous allez entendre quelqu'un qui vit en France il y a depuis 50 ans, qui va sortir là aujourd'hui, dit qu'il va être candidat. Non. Le code électoral dit qu'il faut être candidat à l'élection présidentielle. Il faut avoir résidé de manière permanente sur le territoire pendant au moins 12 mois. Et donc, si vous arrivez à l'aéroport à 3 mois de l'élection, dit que vous allez être candidat à l'élection présidentielle, il est clair que vous êtes un envoyé pour faire de la diversion. Et si on ne fait pas attention, et c'est notre rôle également d'éveiller l'attention. Donc, pour l'instant, en réalité, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ces annonces intempestives et parfois fantaisistes. Il faudrait véritablement qu'on commence à faire un travail de fond quand les déclarations des candidatures vont commencer à être faites, c'est-à-dire dès la convocation du corps électoral. En attendant, le groupe de Douala poursuit ses concertations. Il y a d'ailleurs une conférence de presse prévue vendredi. Du Manidem, voilà. L'objet, quels sont les prochains candidats que vous avez dans le viseur? Une fois qu'on a, par exemple, le SDF qui a dit, vraiment, je m'occupe d'autre chose. Bon, déjà, vous savez, il y a un candidat dont on n'a pas parlé, le candidat qui a été coopté par le parti Univers, Akemouna, oui, qui effectivement est beaucoup plus partant pour une idée de transition. Oui. Et comme Roland Tapi l'a souligné aussi, les différents acteurs sont sur le terrain
peut-être pour occuper l'espace politique et peut-être venir le moment venu, présenter cela comme une espèce de gage. Mais vous savez, la question des critères, j'ai suivi ici la question des critères. Vous avez vu, l'Église catholique a sorti les critères. Il y a les militants d'un parti politique qui ont bouillonné comme si c'était l'eau bénite qu'on avait versée sur eux. Vous savez très bien les militants de quel parti politique je parle. Vraiment, on n'est pas là pour lancer les pics. Non, mais vous savez très bien de qui je parle. Tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces critères. Donc, vous voyez que la question des critères peut poser parfois problème. On peut discuter maintenant des critères. On dit qu'on limite ça à 70 ans parce qu'on a une population très jeune. On est en train de carter un leader comme Moïse Kamto qui aura 71 ans, qui a déjà 71 ans. Donc, vous voyez que la question des critères, elle est tellement subjective. Et c'est pour ça que Roland dit aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir des critères qui sont forcément objectifs pour tout le monde. Donc, le plus important, c'est de travailler d'abord sur ce qui réunit, de travailler sur cette dynamique pour la mettre déjà en place. Et à ce niveau, vous voyez très bien que les partis politiques, tels que Roland Tapie l'a dit, là au moins je suis d'accord avec lui, il y en a qui font du double jeu permanent. Non, je ne sais pas. Il y en a qui font du double jeu permanent, c'est-à-dire, ils ont un discours, ils vous disent, oui, nous sommes, pourquoi pas. Mais quand vous voyez les actes qu'ils posent, et derrière, vous avez le sentiment, l'impression qu'ils ne seront pas au bout du processus. Mais vous vous attendiez à ça en initiant le projet, forcément. Naturellement, voilà. Le projet, naturellement, on ne demande pas l'unanimité. Mais nous prenons les Camerounais à témoin. Parce que je le dis ici, je le rappelle, le groupe de Douala n'est pas là pour ses initiateurs ou pour les probables candidats. Nous sommes là pour les Camerounais. Et il faudrait que les acteurs politiques au Cameroun cessent à un moment donné de nous offrir du spectacle et du théâtre, qui comprennent qu'il y a un enjeu qui est largement au-dessus de nous tous. C'est celui de l'intérêt des Camerounais qui ont soif de changement. Moi, aujourd'hui, je me vois mal avoir un président qui a 92 ans, qui a fait 42 ans de règne, qui a mis le pays à genoux, et des gens qui continuent à nous dire qu'il doit être président. Et lorsqu'on dit aux opposants, vous savez tous qu'en partant seul là-bas, vous savez tous que nous sommes... vraiment, l'âge du président n'est pas un programme politique. Non, vraiment, personne n'a... Non, ce n'est plus une affaire de programme. On n'a plus le temps, malheureusement. Oui, ce n'est plus une affaire de programme, mais ce n'est pas mauvais de le rappeler. Merci Guy Laurent, merci Christian. C'est fini? Oui, c'est fini, malheureusement. Je ne vais pas pour autant rappeler à M. Kwam d'enlever les fantasmes qu'il a apportés ici, notamment la question. Parce que c'est une question. Parce que là, on parle. Vous savez que c'est que le politique a des plus sérieux, c'est son honneur. Et une fois qu'elle est attaquée, c'est pour ça que j'ai intervenu. Vous savez que je ne fais pas ça sur le plateau. C'est vrai. Et une fois que votre honneur est attaqué, on veut tuer votre crédibilité, donc on va vous mettre à mort. C'est la mise à mort. C'est pourquoi je ne permets pas ce genre de choses sur votre panel. Je m'excuse devant vos téléspectateurs, mais je voulais relever que ce que Kwame a dit ici est essentiellement faux. Nous, au niveau du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, je le redis encore, prenons même la question de la transition. L'honorable Cabral est le seul candidat à s'être déclaré. Wow. Il avait d'ailleurs même donné le nom de Akere Mouna, en disant que lui peut me laisser sa place pour Akere Mouna. Il a dit sur RFI. Quelle place? Ça dit que quand il dit le moment venu, on donnera la parole à chaque parti politique. Si j'avais eu 10 secondes, merci. Donnez-moi les 10 secondes. En vous disant que, parlant de la transition, je disais que on a toujours été pour la mutualisation, la coalition des idées et des visions et des projets, et même dans le cadre de la transition. On s'est d'ailleurs prononcé plusieurs fois pour dire que l'honorable Cabral est prêt à laisser même sa place pour quelqu'un de vous. C'est compris, merci Guy Laurent. Merci messieurs, merci à vous. Malheureusement, on ne peut pas parler au même moment. Je voudrais simplement dire à tous les téléspectateurs et Camerounais qui nous regardent d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales parce que très bientôt, ce sera la fin de l'inscription. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain à 19h30.